Il existe des territoires intimes que nul autre ne devrait jamais fouler. Des jardins secrets dont vous seul détenez la clé. Sage Jimron vous accueille au cœur d'une réflexion brutale, nécessaire, forgée dans le feu des expériences les plus coûteuses. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'ombre et la lumière de la condition humaine. Nous allons parler de ces parts de vous-même qu'il faut impérativement soustraire au regard du monde. Ce ne sont pas des conseils de méfiance mal placés, mais les principes de protection d'un bâtisseur, d'un stratège de sa propre existence. J'ai payé le prix de ces vérités, non pas en argent, mais en déception, en trahison, en espoir brisé. Chacune de ces leçons porte la cicatrice d'une blessure reçue pour avoir trop ouvert les portes de mon âme. Nous évoluons dans une arène sociale où les sourires peuvent être des armures et les paroles des dards empoisonnés. L'année 2026 n'est pas une simple date sur un calendrier. C'est le symbole d'un monde toujours plus impitoyable, où les loyautés vacillent au gré des intérêts, où la famille elle-même peut se transformer en champ de bataille lorsque la réussite ou l'argent en deviennent l'enjeu. J'ai été témoin de naufrages, de couples atomisés par un secret divulgué dans un moment de faiblesse, d'amitiés décennales réduites en cendres pour une confidence transformée en arme. Ces spectacles ne sont pas des fatalités. Ce sont les conséquences prévisibles d'une transparence naïve. Alors, installez-vous. Écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec votre instinct le plus profond. Ce que je m'apprête à partager avec vous dépasse la simple prudence. C'est une philosophie de la préservation de soi, un art de la discrétion qui deviendra votre bouclier dans la jungle des relations humaines. La confiance est un trésor qui se mérite, et souvent, votre silence sera votre plus puissant allié. Voici donc ces territoires interdits, ces secrets qu'il faut chérir et protéger, comme les joyaux de votre couronne intérieure. Premier secret, l'architecture de votre avenir, le silence du bâtisseur. Imaginez une graine, une petite chose prometteuse, pleine de vie latente. Maintenant, imaginez-la exposée à tous les vents, aux regards curieux, aux doigts indiscrets. Que va-t-il lui arriver? Elle risque d'être déplacée, écrasée, ou simplement de sécher au soleil des opinions extérieures. Vos projets, vos rêves en construction sont cette graine. La vie m'a enseigné cette loi avec une sévérité implacable. Un projet divulgué prématurément est un projet en péril. Ce n'est pas une question de superstition, mais de dynamique humaine pure. Lorsque vous annoncez vos ambitions, vous déclenchez inconsciemment un mécanisme chez l'interlocuteur. Vous sollicitez non pas son soutien, mais son jugement. Et ce jugement, bien trop souvent, est le fruit de ses propres peurs, de ses propres limitations projetées sur vous. Je me souviens d'une époque où je portais en moi l'ébauche d'une entreprise, un concept qui me faisait vibrer jusque dans mes insomnies. Enflammé par cet élan, j'en ai parlé à une personne que je considérais alors comme un mentor. Son visage s'est figé. « Toi ? Dans ce domaine ? Mais tu n'as pas le profil. C'est un milieu impitoyable. Tu vas te faire dévorer. » Une seule phrase. Une seule. Elle n'a pas détruit mon idée, mais elle a empoisonné le puits de mon enthousiasme pendant des mois. Elle a semé un doute qui a ralenti chaque geste, obscurci chaque décision. La vérité, aussi dure soit-elle, est que la majorité des gens trouvent un réconfort morbide dans la stagnation collective. Votre ascension, même potentielle, devient un miroir qui reflète leur propre immobilisme. Et face à ce miroir, beaucoup préfèrent briser l'image plutôt que de se remettre en question. Ils deviennent alors, sans même en avoir conscience, des architectes de l'échec. C'est risqué. As-tu bien tout prévu? À ta place, je me contenterai de ce que j'ai. Autant de chants de sirènes qui vous attirent vers les récifs de la médiocrité. Alors, voici la discipline du bâtisseur. Construisez dans le silence. Laissez le brouhaha du monde à l'extérieur de votre chantier intérieur. Ne cherchez pas les applaudissements prématurés. Ils sont aussi nutritifs que du carton. Votre énergie,
Chaque parcelle de votre focus doit être dirigée vers l'action concrète, vers la pose silencieuse des briques de votre futur. Travaillez avec la ténacité sourde d'un organisme qui grandit dans l'obscurité de la terre avant de jaillir au soleil. Et un jour, inévitablement, ce jour viendra, vous émergerez. Non pas pour annoncer que vous allez le faire, mais pour démontrer, par la présence tangible de votre réalisation, que c'est foi fait. Ce moment-là est d'une puissance inouïe. C'est le moment où votre réalité impose le respect sans avoir besoin d'un mot. Le silence, dans ce processus, n'est pas de l'isolement, c'est la concentration de la force. Le loup solitaire ne hurle pas pour annoncer sa chasse. Il observe, il se déplace dans l'ombre, et son efficacité est sa seule proclamation. Soyez ce loup. Laissez vos résultats être votre seul et unique discours. Deuxième secret, la géographie de vos richesses, le mystère du souverain. Maintenant, abordons un sujet qui déchaîne les passions les plus basses et les plus élevées. L'argent. Pas en tant que concept, mais en tant que réalité dans votre vie. Combien gagnez-vous? Quelle est l'étendue de votre patrimoine? D'où viennent vos flux? Autant de questions qui, dans la bouche d'autrui, sont rarement de l'ordre de la curiosité bienveillante, mais bien plus souvent une cartographie de votre vulnérabilité. J'ai appris cette leçon à travers une brûlure qui a marqué ma perception des relations. Une réussite professionnelle, une ascension significative, et avec elle, une augmentation substantielle. Dans la joie légitime du moment, j'ai commis l'erreur cardinale. Partager cette nouvelle, ces chiffres, avec un cercle que je croyais proche. Ce fut comme jeter une pierre dans une mare infestée de piranhas. La surface calme s'est déchirée en un instant. Les demandes, déguisées en suggestions ou en appel à la solidarité, ont surgi comme des champignons vénéneux après la pluie. Tu pourrais dépanner pour... Maintenant que tu es à l'aise, ce serait normal de... Un prêt entre nous, ça ne te ruinerait pas. Pire encore, j'ai observé un changement subtil et glaçant dans les regards. Une lueur nouvelle, mélange de calcul, de jalousie rentrée et d'attente. Même au sein des liens familiaux, la dynamique a été altérée. Des attentes implicites sont nées, des comparaisons toxiques se sont installées. C'est le paradoxe absolu de la richesse révélée. Si vos chiffres sont modestes, vous risquez le mépris discret, la condescendance de ceux qui vous estiment en retard. S'ils sont importants, vous déclenchez la convoitise, la toxicité, le sentiment d'une dette que vous n'avez pourtant pas contractée. Il n'existe pas de zone neutre. La nature humaine, dans sa complexité, a du mal à regarder la prospérité d'un autre sans y projeter ses propres frustrations ou ses propres désirs. Observez les véritables souverains, ceux dont la puissance est établie et durable. Les vrais riches ne paradent pas. Ils ne se parent pas de symboles criards. Ils se fondent dans le décor, non par modestie feinte, mais par stratégie intelligente. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que la lumière attire aussi les mythes et les prédateurs. Ils ont saisi que le véritable pouvoir réside dans l'incertitude que vous laissez planer sur vos ressources. Voici donc la règle du souverain. Votre territoire financier est une forteresse dont vous seul connaissez les plans. Lorsqu'on vous questionne, et on vous questionnera, votre réponse doit être un chef-d'œuvre de diplomatie vague. Je vis correctement. Ça va. Je ne manque de rien. Assez pour être serein. Point final. Aucun chiffre, aucun détail, aucune piste. Cette règle s'applique avec une rigueur particulière, et je pèse mes mots au sein même de votre couple. La transparence absolue n'est pas toujours une vertu. Elle peut être un piège. Partagez ce qui est nécessaire pour la gestion du foyer, pour les projets communs, mais préservez une part de mystère, même infime. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est la préservation de votre espace de souveraineté individuelle. Dans le grand poker de la vie, celui qui révèle son jeu perd son avantage. Votre puissance financière, réelle ou en devenir, est votre jeu le plus précieux. Gardez-le près de vous. Protégez ce jardin secret, car ceux-là même qui vous félicitent aujourd'hui pourraient bien demain
cherchez à y planter les graines de votre dépendance. Troisième secret, l'œuvre invisible, la charité du fantôme, la bienfaisance, le fait de donner, d'aider, de soutenir, un acte noble qui devrait élever l'âme. Pourtant, combien d'entre nous ont transformé cette noblesse en monnaie d'échange social, en capital de réputation? C'est ici que se niche l'un des pièges les plus subtils de l'ego. Le besoin de reconnaissance pour sa propre bonté. Arrêtons-nous sur ce spectacle devenu banal. L'être humain, qui après un acte de générosité, ressent le besoin impérieux de le documenter, de le publier, de le narrer. Le sans-abri nourri, mais d'abord photographié. La personne âgée aidée, mais d'abord filmée. Le don à une association, mais d'abord annoncé sur les réseaux. Sous couvert de sensibiliser, ne cherchons-nous pas, au fond, une médaille? Une validation extérieure qui vient certifier que nous sommes foi bons? Je vais vous confier une vérité que j'ai glanée au contact d'hommes et de femmes d'une trempe exceptionnelle. La bonté authentique et silencieuse. Elle opère dans l'ombre, avec la discrétion d'un agent secret accomplissant sa mission. J'ai connu un homme, vous ne connaîtrez jamais son nom, qui, pendant plus de 15 ans, a pris en charge les frais de scolarité d'enfants d'une famille en grande difficulté. Comment l'ai-je su? Par une indiscrétion d'un tiers, des années plus tard. Lui, jamais il n'en avait parlé. Pas à ses amis, pas à sa famille. Son acte était pur, non dilué par le besoin de regards admiratifs. À l'opposé, observez le phénomène de la charité spectacle. L'influenceur qui utilise la détresse d'autrui comme décor pour sa propre glorification. N'y a-t-il pas, dans ce comportement, une violence insidieuse, une forme d'exploitation de la vulnérabilité pour servir un branding personnel? La vie m'a enseigné ce principe fondamental. Plus vous parlez d'une bonne action, plus vous en épuisez la valeur intrinsèque, plus vous la videz de sa substance éthique. C'est comme si vous diluiez un parfum rare dans de l'eau. À force d'étalage, il ne reste que l'odeur fade de votre vanité. Le conseil alors est celui de l'intégrité absolue. Faites le bien comme un fantôme. Soyez une force invisible qui agit, répare, soulage et disparaît sans laisser de traces, sinon dans le cœur de celui qui a reçu. Ne cherchez pas les likes, cherchez l'impact réel. Ne désirez pas les remerciements publics, désirez la tranquillité de savoir que vous avez allégé un fardeau. La plus grande force morale est celle qui n'a besoin d'aucun témoin pour se savoir juste. L'homme ou la femme de caractère aide dans le silence des coulisses. Il ne collecte pas des applaudissements, il construit des ponts invisibles. Et cette discrétion-là, c'est la classe suprême, la marque des âmes véritablement fortes. Quatrième secret, le sanctuaire familial, la diplomatie du clan. Votre vie de couple, vos dynamiques familiales, constituent un écosystème sensible et complexe. C'est un jardin privé, avec ses fleurs et ses mauvaises herbes, ses jours de soleil et ses orages passagers. Et pourtant, combien de personnes ouvrent grand les portes de ce jardin à tous les vents, exposant leurs conflits les plus intimes à un public qui n'a rien à y faire. Laissez-moi vous raconter une histoire tragique et éclairante. Une femme, dans un moment de colère légitime après une dispute conjugale, a déversé son ressentiment avec force détail dans un groupe de discussion avec ses amis les plus proches. Elle a trouvé dans l'instant un soulagement, une écoute sympathique. Les mois ont passé, le couple a surmonté l'épreuve, retrouvé l'équilibre et même renforcé ses liens. Mais l'entourage, lui, est resté figé dans le récit initial. La mère de cette femme continue de regarder son gendre avec méfiance. Les amis glissent régulièrement des « Tu es sûr que ça va ?» N'oublie pas comment il t'a traité. Sans le vouloir, elle a armé ceux qui l'aiment de souvenirs négatifs qu'ils ne peuvent effacer. Elle a transformé ses alliés en gardiens involontaires d'un grief qui n'existe plus. C'est le risque mortel de l'extériorisation compulsive. Vous donnez des munitions à des personnes qui, par amour pour vous, vont conserver une image déformée et figée de votre conjoint ou de votre famille. Ces informations, déposées dans l'esprit d'autrui,
deviennent des bombes à retardement. Elles peuvent ressortir des années plus tard, lors d'une nouvelle tension, pour envenimer la situation. Les réseaux sociaux sont le pire amplificateur de ce phénomène. On y expose ces déchirures, comme on posterait le résumé d'un épisode de série, offrant sa vie intime, en pâture au jugement distrait de centaines de followers. La règle d'or est donc celle de la diplomatie du clan. Ce qui se vit à l'intérieur du cercle familial doit, dans la très grande majorité des cas, y rester. Vos conflits, vos désaccords, vos moments de doute sont le terreau de votre croissance commune. Ils doivent être gérés en interne, avec la même confidentialité que mettrait un conseil d'administration à traiter ces dossiers sensibles. Cela ne signifie pas souffrir en silence ou refuser toute aide. Cela signifie choisir avec une extrême rigueur le canal de cette aide. Un thérapeute de couple, un médiateur professionnel, sont des alliés précieux précisément parce qu'ils sont liés par le secret professionnel. Ils sont des consultants, pas des parties prenantes émotionnelles. La force d'une famille, d'un couple, se mesure à sa capacité à réguler ses propres turbulences sans appeler des renforts extérieurs qui, une fois entrés dans la place, ne savent plus en sortir. Protégez l'intégrité de votre sanctuaire. Moins les tiers en savent sur vos tempêtes privées, plus vous conservez le pouvoir souverain de les apaiser et plus vous protégez l'image et la dignité de ceux que vous aimez. C'est un acte d'amour et de respect suprême. 5e secret. La forteresse des faiblesses. L'armure du guerrier. Chaque être humain porte en lui des failles, des vulnérabilités, des peurs. C'est l'architecture même de notre condition. Mais il existe une différence fondamentale entre reconnaître ses faiblesses pour mieux les travailler et les étaler au grand jour comme on exhiberait des blessures. La vie, dans sa sagesse cruelle, m'a montré à maintes reprises que les relations humaines peuvent parfois fonctionner comme un écosystème prédateur. Montrer son point faible, c'est, aux yeux de certains, pas de tous, mais d'une minorité suffisamment dangereuse, signaler une proie potentielle. J'ai vu des hommes d'une apparence inébranlable se faire déstabiliser, non par un échec professionnel, mais parce qu'ils avaient un jour confié, dans un moment de confidence, une insécurité profonde. J'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur, avoue-t-il. Et voilà que, lors d'une future négociation, l'adversaire utilise subtilement cette peur. Es-tu sûr de pouvoir porter ça? C'est une lourde responsabilité. C'est un mécanisme souvent inconscient. Les gens, comme des ordinateurs, enregistrent les données que vous leur fournissez. Une peur de l'abandon, une difficulté avec une addiction passée, une sensibilité extrême à la critique, autant d'informations qui, dans un contexte conflictuel ou de compétition, peuvent être ressorties et utilisées comme un levier pour vous déstabiliser, vous faire douter, vous contraindre. Même dans les relations proches, cela peut prendre la forme d'un chantage affectif déguisé. Tu sais bien que tu détestes être seul. Alors si tu veux que je reste, il faut que... Alors, voici la discipline du guerrier. Vos faiblesses sont le chantier le plus secret de votre existence. Vous devez les connaître mieux que personne, les étudier, les comprendre, travailler à les renforcer chaque jour. Mais ce chantier doit se tenir à l'abri des regards. C'est un travail d'introspection, éventuellement accompagné d'un professionnel de confiance, un coach, un thérapeute, dont la déontologie en fait un allié sûr. Pour le reste du monde, vous devez présenter une façade solide, non par mensonge, mais par protection stratégique. Dans la jungle, un animal blessé ne crie pas sa souffrance. Il se retire, se cache, se soigne. Son silence est sa première ligne de défense contre les prédateurs. Appliquez cette métaphore à votre vie sociale et professionnelle. Vos démons personnels sont votre affaire. Combattez-les dans l'arène privée de votre conscience. Votre force résidera dans cette capacité à transformer vos failles en cicatrices solides, sans jamais avoir donné à quiconque le plaisir malsain de les voir saigner. Vos vulnérabilités sont le code PIN de votre âme. Ne le divulguez à personne. 6e secret. Les victoires en incubation. La patience du stratège. Nous vivons à l'ère de la célébration instantanée,
Du partage compulsif de chaque étape, on annonce le lancement d'un projet avant même d'avoir rédigé la première ligne. On célèbre le premier jour d'un régime comme si la bataille était déjà gagnée. Cette frénésie de l'annonce prématurée est l'un des plus grands saboteurs de la réussite à long terme. Je vais vous dévoiler un mécanisme psychologique pervers. Lorsque vous annoncez publiquement un objectif et que vous recevez en retour des encouragements, des likes, des félicitations anticipées, votre cerveau libère de la dopamine. Il enregistre une récompense. Le danger, il peut commencer à confondre la satisfaction sociale de l'annonce foi avec la satisfaction réelle de l'accomplissement. Vous avez déjà, en quelque sorte, reçu votre dose de gratification. Et cela peut diminuer de façon insidieuse la motivation concrète, celle qui vous pousse à vous lever à 5 heures du matin, à persévérer quand c'est difficile, à faire le travail ingrat et invisible. J'ai observé ce phénomène des dizaines de fois. L'aspirant entrepreneur qui poste fièrement le logo de sa future société reçoit des centaines de commentaires enthousiastes et s'arrête là, comme si l'énergie avait été dépensée dans la communication. Le candidat a une transformation physique qui inonde ses réseaux de ses repas healthy du jour 1, puis disparaît silencieusement au jour 15, épuisé par l'effort de faire croire autant que par l'effort de faire. La règle du stratège est à l'opposé. Opérez sous le radar. Traitez votre succès en cours comme une opération clandestine. Votre énergie doit être canalisée à 100% dans l'action, pas dans sa narration. Le véritable travail, celui qui produit des résultats durables, est presque toujours ennuyeux, répétitif et solitaire. Il n'y a rien de glamour à étudier des heures, à répéter un geste des milliers de fois, à contacter des clients potentiels un à un. C'est dans cette zone d'inconfort silencieux que se bâtissent les fondations solides. Imaginez un grand chêne. Pendant des années, sa croissance la plus importante est invisible, souterraine. Il étend ses racines profondément, avec patience, sans faire de bruit. Puis, un jour, sa stature est telle que personne ne peut l'ignorer. Personne ne l'a vu grandir, mais tout le monde constate sa puissance. Soyez cet arbre. Laissez les autres parler de leurs petits bourgeons. Travaillez, vous, sur vos racines. Et quand vous émergerez, que vos résultats seront indéniables, tangibles, alors les questions viendront d'elles-mêmes. Comment as-tu fait ? Sera la seule question qui vaille la peine d'être entendue. Et vous pourrez alors, si vous le souhaitez, partager votre sagesse, non vos intentions. Le vrai succès est une frappe chirurgicale, silencieuse, précise et dont l'impact résonne longtemps après. 7e secret, la nourriture des géants, le coffre-fort des rêves, vos rêves les plus audacieux, ceux qui vous font vibrer d'une énergie presque sacrée, ceux qui vous tirent du lit le matin avec un feu dans le ventre, sont être ce que vous avez de plus précieux. Ils sont la carte de votre territoire intérieur encore inexploré. Et comme toute carte au trésor, elle doit être gardée secrète jusqu'au moment où vous êtes prêt à partir à l'aventure. J'ai connu cette brûlure intime, posséder un rêve si vaste qu'il semblait illuminer mon être tout entier. Et, dans un élan de naïveté, pensant partager une joie, je l'ai confié. La réaction fut un feu glacé. « Tu es sûr ? C'est très risqué. As-tu pensé à la sécurité ? Tu devrais te contenter de quelque chose de plus réaliste. » Les phrases, prononcées parfois avec une bienveillance apparente, étaient en réalité des coupeurs d'ailes. Elles ne venaient pas de méchants, mais souvent de gens aimants, prisonniers de leur propre peur et de leur vision limitée du possible. Il existe un principe sociologique connu sous le nom de syndrome du crabe. Dans un panier de crabes, si l'un d'eux tente de s'échapper et d'atteindre le bord, les autres le tirent vers le bas pour le ramener avec eux. La médiocrité collective est une force de gravité puissante. Beaucoup de gens, sans en avoir conscience, voient dans le rêve démesuré d'un autre un reproche implicite à leur propre renoncement. Alors, pour rétablir un confort psychologique, ils deviennent des gardiens du réel, des experts en rabaissement.
Votre rêve est une flamme fragile à ses débuts. Un souffle peut l'éteindre. Protégez-le comme le trésor qu'il est. Enfermez-le dans le coffre-fort de votre esprit. Nourrissez-le en secret avec des lectures, des plans, des visualisations. Parlez-en uniquement à ceux qui ont déjà accompli des choses grandes, ou à un mentor qui a prouvé sa capacité à voir au-delà de l'horizon conventionnel. Pour le reste du monde, souriez, acquiescez, et retournez à votre construction silencieuse. La plus belle des vengeances, la plus noble, est le succès inattendu. Laissez les gens bavarder de leurs petites certitudes, pendant que vous, dans l'atelier secret de votre détermination, vous forgez les outils de votre destinée. Un jour, quand votre rêve sera devenu réalité, ils se demanderont éberlués. Mais comment a-t-il, elle fait? Et vous saurez qu'une part de la réponse est dans ce silence protecteur qui a permis à la graine de germer à l'abri du vent et du froid. 8e secret. Les cicatrices et les médailles. Les archives du passé. Votre passé, avec ses épreuves, ses erreurs, ses périodes de souffrance, constitue le socle de votre sagesse actuelle. Ces expériences vous ont sculpté, renforcé, instruit, mais elles sont aussi une matière première hautement inflammable si elles tombent entre de mauvaises mains. J'ai payé très cher pour comprendre que partager ses blessures passées n'est pas toujours un acte de libération. Parfois, c'est un acte de désarmement. Les gens, dans leur grande majorité, ne savent pas quoi faire de la souffrance authentique d'autrui. Elle les met mal à l'aise. Alors, souvent, ils la transforment. Votre douleur devient une anecdote, Tu te souviens de quand elle a traversé cette phase horrible, une information stockée dans l'archive collective de votre entourage. Et cette information peut ressurgir de la pire des manières. Lors d'un futur conflit pour vous blesser, tu n'es pas remis de ton ancien échec, c'est pour ça que tu réagis comme ça. Lors d'une période de réussite, pour vous rabaisser. Oui, mais il n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Avant, il galérait. Vos erreurs, vos moments de faiblesse peuvent être brandis comme des preuves pour discréditer votre présent. Les gens ont une mémoire sélective, souvent plus fidèle pour le négatif que pour le positif. Voici donc la règle de l'archiviste sage. Votre passé personnel est un document classé confidentiel défense. Vous n'en divulguez des extraits que dans 2 circonstances précises et contrôlées. Premièrement, pour aider sincèrement quelqu'un qui traverse une épreuve identique à celle que vous avez surmontée. Là, votre témoignage devient un cadeau, une main tendue. Deuxièmement, dans le cadre d'un travail thérapeutique avec un professionnel où la confidentialité est garantie. Pour tout le reste, cultivez le mystère. Laissez les gens spéculer, qu'ils voient l'homme ou la femme solide, résiliente, sage que vous êtes devenu, sans connaître le prix exact payé pour cette stature. Vos cicatrices ne sont pas des trophées à exhiber. Ce sont vos médailles de guerre privées que vous seuls savez décrypter. Moins les gens connaissent les détails de vos batailles passées, plus ils sont obligés de vous juger sur ce que vous êtes aujourd'hui. Un être entier, fort de ces épreuves silencieusement transcendées. Laissez-les deviner votre histoire pendant que vous écrivez résolument les chapitres de votre futur. 9e secret. Le poids des dettes invisibles. La générosité sans mémoire. Nous touchons ici à une nuance cruciale, presque paradoxale, de la bonté humaine. Faire du bien à autrui est une noble inclination. Mais rappeler à l'autre le bien qu'on lui a fait est souvent le début de la fin d'une relation saine. C'est l'ego qui revient chercher son dû, et il le fait toujours avec les intérêts de l'amertume. J'ai observé ce mécanisme destructeur trop souvent. Un ami aide un autre ami de manière significative. Un prêt important, un hébergement prolongé, un soutien professionnel décisif. Les années passent, puis survient un désaccord, une tension. Et dans la chaleur de la dispute, l'un lance à l'autre. « Tu oublies tout ce que j'ai fait pour toi ? Sans moi, tu ne serais même pas là aujourd'hui. » À cet instant précis, plusieurs choses meurent. L'amitié, bien sûr,
mais aussi la pureté de l'acte initial. La générosité est transformée en créance, en arme de culpabilisation. Elle devient toxique. La raison est profonde et psychologique. Les êtres humains détestent se sentir redevables. Cette dette morale pèse sur leur sentiment de liberté et d'égalité. Pour se libérer de ce poids inconfortable, ils peuvent en venir, inconsciemment, à chercher des défauts chez leur bienfaiteur, à minimiser l'aide reçue, voire à se retourner contre lui. Oui, il m'a aidé, mais regardez comme il est arrogant, exigeant, etc. C'est un mécanisme de défense contre l'humiliation de la dette. La règle de la générosité supérieure est donc la suivante. Agissez, puis foi oublier. Non pas l'acte lui-même, mais votre rôle en tant que donneur. Considérez que l'énergie que vous avez dépensée pour aider est partie, comme une flèche décrochée. Elle appartient maintenant à l'autre et à son destin. Ne gardez pas mentalement un livre de compte des faveurs. La véritable force intérieure est de pouvoir donner sans inscrire le nom du destinataire sur une liste, sans attendre de gratitude et surtout sans jamais être tenté de rappeler cette dette. C'est la bonté du soleil. Il brille, il donne sa lumière et sa chaleur et il ne demande à la fleur de lui rendre quoi que ce soit. Sa récompense est dans l'acte même de briller. Soyez cette source silencieuse. Aidez, soutenez, donnez par conviction profonde, puis tournez la page. Laissez l'autre libre de son souvenir, libre de sa gratitude. Si elle vient, accueillez-la avec grâce. Si elle ne vient pas, cela ne change rien à la valeur de votre geste. Cette forme de détachement est la marque d'une âme véritablement généreuse et puissante, qui n'a pas besoin de la reconnaissance d'autrui pour valider sa propre noblesse. 10e secret. Les sources de la fontaine. Le secret de l'alchimiste. Chaque succès, chaque compétence maîtrisée, chaque flux de prospérité a une source, une méthode, une connaissance, un réseau, une façon de faire particulière. C'est votre recette secrète, votre formule d'alchimiste moderne. Et cette formule est ce qu'il vous faut protéger avec le plus grand soin. Nous évoluons dans un monde de compétition féroce, même si elle est souvent masquée par des sourires. La réussite attire non seulement l'admiration, mais aussi la convoitise. Les gens ne veulent pas seulement applaudir votre résultat. Beaucoup veulent connaître le chemin pour le reproduire, parfois même pour vous le prendre. Il y a une naïveté dangereuse à croire que partager son savoir est toujours une vertu. Partager avec des disciples choisis, oui. Divulguer au premier venu, non. Je me souviens de l'histoire d'un homme brillant qui avait mis au point un système ingénieux et très lucratif dans le domaine du commerce en ligne. Ravi de sa trouvaille, désireux d'être reconnu comme un innovateur, il a commencé à en dévoiler les rouages dans des groupes de pairs, puis sur un blog. En moins de 6 mois, son marché était saturé de copies, souvent faites avec moins d'éthique, érodant sa marge et son avantage compétitif. Ses amis du groupe étaient devenus ses concurrents les plus acharnés. Il avait confondu générosité et désarmement stratégique. La réalité est que personne ne veut foi votre foi succès. Les gens veulent foi leur foi succès. Et si votre méthode peut les y aider, ils se l'approprieront, souvent sans le moindre scrupule.